Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 février et le titre du jour est fébrilité indicielle. En effet, au début de la semaine, nous avons vu les indices américains consolider puis tenter par la suite de dépasser leur plus haut. Néanmoins, mis à part le Nasdaq 100 qui a réalisé hier de nouveaux records en cours de clôture à 5186 points exactement, le Dow Jones a échoué sous ses plus hauts, le S&P n'arrive pas à décaler à la hausse et il reste relativement neutre. Or, quand les indices les plus forts de la planète restent neutres, que se passe-t-il sur ceux qui jusqu'ici sous-performaient, comme le CAC et le DAX? Eh bien, on assiste à des consolidations. C'est la raison pour laquelle le CAC 40, qui avait positivement réagi ce matin sur son support clé des 4750 points, eh bien, revient sur ce seuil parce que quand les indices américains montent très fortement, l'Europe monte un petit peu, mais quand les US consolident, là, l'Europe pourrait corriger. Pour l'instant, pas de signal baissier aux États-Unis, donc de simple prise de bénéfices et toujours une pression accrue sur les indices européens à cause du risque politique. Mais si effectivement les indices américains venaient à se retourner à la baisse et à consolider, les indices européens pourraient très vite corriger. Je préfère regarder le DAX pour considérer ou non que les indices européens corrigent, car le CAC sous-performe particulièrement cette semaine pour deux raisons. La première raison, c'est la prime de risque politique en vue des élections du mois de mai. On a vu les taux se tendre, on a vu donc l'indice être sous pression parce que François Fillon perdait pied dans les sondages et que le Front National montait fortement. Et puis la deuxième raison qui fait que le marché français est plus sous pression que les autres en Europe, notamment depuis 2 jours, ce sont les résultats de BNP hier qui ont engendré un début de correction sur les valeurs bancaires. Aussi, BNP, Société Générale et Crédit Agricole ont consolidé hier et continuent leur consolidation ce jour. D'ailleurs, je vous rappelle à ce sujet qu'il y a quelques semaines, j'avais rédigé une analyse qui s'appelait « Société Générale et BNP sous des résistances historiques ». Depuis le test de ces résistances, ces deux titres ont perdu 10%. Voilà donc pour l'introduction de cette analyse. Les indices se cherchent, pas de signaux baissiers ni haussiers aux États-Unis, c'est neutre. Une Europe toujours sous-performante. Concernant le rebond du dollar que nous avions étudié ces derniers jours, eh bien, il s'étiole. Le dollar, en effet, est neutre et non pas haussier, comme je vous l'ai bien expliqué hier. On ne peut pas passer de baissier à haussier sur un actif sans passer par la case neutre. Donc, il se cherche. Et parce qu'il se cherche et consolide à court terme, il permet à l'euro et à la livre de reprendre un petit peu du terrain. Enfin, on va voir, on assiste à de nombreux décalages, notamment sur les matières premières et les matières premières agricoles. Voilà donc pour cette introduction, je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route et je salue également tous ceux qui nous regardent au quotidien sur YouTube. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici un avertissement concernant le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra donc les derniers décalages intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités et le palmarès actions aux États-Unis. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, donc, en termes de mouvement intraday, donc on voit le Dow Jones qui a échoué hier soir sous les 20 150 points et ce jour, de nouveau, il consolide. Le Dow Jones est haussier à moyen terme, il est haussier en données journalières, mais il bute sous ses plus hauts d'il y a quelques semaines. On peut donc le considérer quand même relativement neutre, attentiste, et pour l'instant, ça ne passe pas à la hausse et si on bloque sous résistance, les vendeurs pourraient tenter de reprendre la main. Parce que les États-Unis arrêtent de monter, eh bien l'Europe se stabilise. Le CAC menace les 4750 points, car les bancaires pèsent. Et puis, on a bien évidemment cette prime de risque politique qui s'est installée. Je vous invite donc, parce que l'on a un Dow Jones qui désormais se neutralise et un CAC qui est sous pression, à surveiller le VIX, le Volatility Index, communément appelé l'indice de la peur. Le VIX évolue dans un range entre 12,3 et 12,9 points, un range qui perdure depuis à peu près 8 jours.
Le VIX ne peut pas aller beaucoup plus bas, car il est tout simplement capé, la volatilité est déjà extrêmement faible. Pour vous expliquer ça, je prends un exemple. Le S&P 500 n'a pas gagné ou perdu plus de 1% depuis le 7 décembre dernier. C'est-à-dire que nous sommes sur une volatilité historiquement écrasée. Donc, le VIX, en ce sens, ne peut pas aller beaucoup plus bas. Et s'il venait à casser la borne haute de son range, les 12,9 points, ce serait peut-être l'aube d'un rebond, d'un retournement sur le VIX qui corroborerait donc une consolidation, voire une correction sur les indices. Autrement dit, jusqu'ici complètement haussier, puisque les indices américains étaient haussiers au sens de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale. J'aurais tendance, suite aux réactions négatives des indices américains hier et aux menaces des supports en Europe et au VIX qui est très faible et prêt potentiellement à décaler, à être plus prudent. D'ailleurs, un déclencheur d'un éventuel signal de consolidation, ça pourrait être le pétrole WTI qui travaille la zone des 51-50 $, son support depuis un mois. Le pétrole WTI dans un range depuis donc un mois entre 51 et 54 $. Il a buté sous ses plus hauts annuels, il est revenu sur les 51 $, et on va avoir les stocks qui seront publiés à 16h30. Pourquoi est-ce que le pétrole est sous pression depuis 2-3 jours? Tout simplement parce que les opérateurs attendent une 5e semaine consécutive de stock positif. Autrement dit, plus il y a de stock, plus ça pourrait faire pression sur les cours. On verra donc la publication de ce chiffre. On verra si les opérateurs n'avaient déjà pas anticipé potentiellement ces stocks positifs, et puis on verra si les stocks sont moindres, si les acheteurs arrivent à reprendre la main ou non. En tous les cas, vous avez un seuil clé, c'est les plus bas du jour, les 50,9 $. En cas de clôture sous ce seuil en données journalières, eh bien la prudence serait de mise. Les vendeurs prendraient potentiellement la main pour la première fois, et ce depuis le début de l'année 2017. Concernant le café Robusta, je vous ai rédigé une alerte il y a 10 jours, juste avant de partir en vacances. C'était une situation graphique très intéressante parce que nous avions une résistance historique, c'est-à-dire à 2270 $ la tonne sur le café Robusta, on a une résistance qui a été travaillée en 2012 et 2014. Et à chaque fois qu'on est revenu sur cette résistance, les cours y ont buté. Pourquoi est-ce que je vous avais indiqué ce seuil-là? Parce que c'était un seuil clé mensuel long terme, mais également parce que les cours du café Robusta évoluaient dans un canal haussier. Et à chaque fois que l'on a testé la borne haute de ce canal haussier ces 8 derniers mois, eh bien les cours du café Robusta ont consolidé. Autrement dit, même si les cours du café Robusta avaient dû dépasser leur plus haut récent et avaient continué d'évoluer dans le canal, on aurait pu consolider dans le canal puis repartir à la hausse. Ce qu'il s'est passé ici, c'est donc que nous avions la juxtaposition d'une résistance d'un haut de canal journalier et d'une résistance mensuelle. Donc je vous avais indiqué cela, et on était à 2270 $ la tonne. Et lundi, quand je suis rentré de vacances, je vous avais indiqué que le double top sur le café Robusta se validait. On avait cassé les 2195 $ et on est à 2110 $. Voilà. Le café Robusta a donc perdu 8%. Il est passé du haut de son canal journalier au bas de son canal journalier. Donc techniquement, en journalier, un objectif majeur a été atteint. Après, si certains d'entre vous ont envie de rester baissier à moyen terme, pour ça, il faudrait que le bas du canal casse. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc 2110 $ à suivre pour plus de baisse, et si on a une réaction positive sur ce seuil, prudence. Concernant le blé, hier on a assisté à des prises de bénéfices, mais encore une fois à aucun retournement. C'est-à-dire que depuis un mois et demi, je suis progressivement ce scénario haussier qui se met en place sur les cours du blé. Alors certes, le blé a tendance à faire des replis assez conséquents, assez puissants, mais des hausses tout aussi puissantes. Preuve en est, depuis un mois et demi, il est dans un processus de rebond, il a gagné plus de 10%. Et alors que hier il baissait, il est venu tester violemment les 411 cents, le voilà de nouveau au-dessus des 420 cents aujourd'hui, toujours dans sa tendance haussière journalière. Concernant le dollar index, il ne transforme pas l'essai haussier, il est neutre, dans un range entre 99,4 points, ses plus bas récents, et les 101 points que je vous avais indiqué hier comme une résistance à casser pour passer haussier. Il est donc neutre, et parce qu'il est neutre, eh bien l'euro et la livre aussi se neutralisent en attente de catalyseurs.
L'euro se stabilise d'ailleurs sur les 1,0680 et tient sa moyenne mobile exponentielle à 30 jours. Je vous l'ai indiqué dans mon émission hier, je vous ai dit que certes l'euro échouait sous 1,08, certes il se repliait, parce que le dollar surprenait un peu, mais pour que l'euro enfonce vraiment à la baisse, il aurait fallu qu'il casse cette moyenne mobile qu'il n'a pas cassée en cours de clôture. Le dollar n'a pas transformé l'essai, et donc on est relativement neutre et on attend sur l'euro en fait soit une rupture des 1,08 pour donner un signal haussier fort, soit une rupture des plus bas des 2 dernières séances pour valider un signal baissier. Enfin, s'il y a bien un actif qui profite depuis le début de l'année de la baisse du dollar, de la fébrilité indicielle et de l'indécision des opérateurs, c'est le métal jaune, l'or, qui inscrit aujourd'hui un nouveau record annuel à 1241 $. L'or est dans une tendance haussière de court et de moyen terme désormais, puisque ça fait déjà 6 semaines que l'on évolue dans ce canal haussier. C'est un canal haussier qui est très facile à dessiner, à identifier, avec tous les plus bas des dernières semaines. Tant qu'on est dans ce canal, on peut grimper plus haut. Si tant est que l'on casse la borne basse de ce canal, les acheteurs perdraient alors la main. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx, on note Vinci qui a publié aujourd'hui de bons résultats. Les autres hausses sont du secteur énergétique ou de la grande distribution. C'est plutôt défensif et cyclique. Et dans les baisses, on a quoi? Eh bien, on a que de la bancaire. Donc après que BNP ait jeté un peu un froid sur les bancaires françaises, c'est au tour de l'ensemble des bancaires européennes de consolider ce jour. Or, quand les bancaires baissent, eh bien les indices généralement n'apprécient guère cela. Les bancaires sont un petit peu le pouls des marchés. Ce sont des valeurs à bêta élevées. Quand ça va bien sur les indices, les bancaires tirent. Et là, quand il y a de l'indécision, des mauvais résultats ou du moins des résultats un peu mitigés sur BNP, eh bien les bancaires baissent et entraînent le CAC dans leur sillage. En termes de statistiques, très peu de chiffres cette semaine. Cet après-midi, on a eu les mises en chantier au Canada qui sont ressorties à 207 000 mises en chantier contre des attentes à 202 000, donc c'est un peu mieux que prévu. Le chiffre du jour, c'est 36. 36, c'est le pourcentage de baisse de l'excédent commercial en 2016 en Russie, conséquence du plongeon des prix des hydrocarbures, selon les statistiques publiées mercredi par les douanes. Malgré tout, notons que l'indice russe, le MISEX, inscrit tout comme les USA de nouveaux records historiques en ce début d'année 2017. Côté entreprise, Walt Disney a fait état mardi d'un chiffre d'affaires trimestriel en recul de 3%, en raison notamment d'une baisse des recettes publicitaires de son bouquet de chaînes sportives ESPN. On a Time Warner qui a publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 11,5% au-dessus des attentes et indiquait qu'il comptait boucler son rachat par AT&T d'ici la fin de l'année. On notera aussi dans les principales publications Gilead Sciences qui chute de 6%, qui chutait en avant-bourse de 6% en raison de prévisions de vente 2017 de ses traitements de l'hépatite C en forte baisse à 7 à 9 milliards de dollars contre 14,8 milliards en 2016 et un consensus de 12 milliards. Côté meilleure et moins bonne performance du S&P 500, c'est encore une fois les publications de résultats qui mènent les échanges et qui engendrent les plus fortes hausses ou plus fortes baisses. On a Transdigm Group Incorporated, spécialiste de l'aérospatial, qui réalise un beau rebond à court terme. On a Centaine, spécialiste de la santé, qui nous fait de nouveaux records annuels. Et puis dans les baisses, on a FMC Corp, le spécialiste de la chimie, qui baisse de 6%, et Michael Kors suite à la publication de ses résultats qui perd plus de 10%. Michael Kors, c'est un spécialiste des vêtements de sport. Donc voilà, jusqu'ici les indices US étaient la locomotive et permettaient aux indices européens de se tenir malgré des publications de résultats parfois mitigés ou bien une prime de risque politique qui s'est installée depuis le début de la semaine. Maintenant que les indices américains sont un peu plus neutres, attentistes, eh bien l'Europe faiblit, notamment à cause du secteur bancaire qui pèse. Soyons donc prudents sur actions et indices européens si des supports venaient à casser en cours de clôture. Je vous l'ai indiqué à plusieurs reprises, le support il est très clair sur le CAC 40, c'est la zone des 4750, on est actuellement 10 points dessous. Quant à LL qui me demandait quel est le niveau de clôture à surveiller sur le DAX,
Alors le DAX, vous avez un premier niveau qui peut être suivi, ce sont les plus bas d'hier à 11 460 points. Mais pour moi, le vrai beau support journalier très clairement travaillé fin décembre et mi-janvier, ce sont les 11 400 points. Si et seulement si le DAX venait à casser les 11 400 points, là, on pourrait commencer à se poser des questions sur la pérennité de la tendance haussière de moyen terme. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée. Je vous invite à consulter le site de CMC Markets pour lire mes analyses, pour voir nos émissions, pour vous inscrire au webinaire de demain qui sera très intéressant par Tarek El-Mari. Je vous invite donc à aller sur notre nouveau site CMC Markets pour voir tout cela. Bon après-midi, au revoir à tous.